Donc là, nous allons poursuivre la présentation des différentes initiatives faites sur l'évaluation des essences d'avenir. Et donc là, avec Brigitte, on va vous présenter le travail qu'on a fait sur le projet Espérance et qui aboutit maintenant à la mise en place du réseau Espérance. Alors, tout d'abord, avant de vous parler du réseau Espérance, je vais moi vous parler des acquis du projet Espérance. Alors le projet Espérance a été un projet du Fonds stratégique bois qui s'est déroulé entre 2018 et 2021. Donc c'est un projet multipartenaire qui a regroupé le CNPF, le FCBA, l'IUFC, l'INRA et l'ONF. Et dans ce projet, l'objectif était de définir les fondements d'un réseau expérimental multipartenaire d'évaluation de nouvelles essences face au changement climatique. Donc vous voyez, c'est quand même un objectif qui est très ciblé, essence, changement climatique. Dans le cadre de ce projet, on a défini 5 éléments structurants pour un futur réseau qui serait à mettre en place pour justement faire cette évaluation des essences dans le cadre du changement climatique. Alors, premier élément, on va voir les 5 éléments. Non, remonte. Premier élément, les zones à enjeu à étudier en priorité. Là, l'idée, c'est véritablement de préciser les secteurs à prospecter en premier pour ces expérimentations, sachant qu'on n'a pas les moyens de mettre en place des expérimentations partout. Donc l'idée, c'était véritablement de cibler là où il y en avait besoin. Ensuite, on va voir les protocoles expérimentaux d'évaluation des essences. Les sites miroirs d'anticipation, là je vais vous expliquer, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Des listes d'essences à évaluer en fonction des enjeux. Et un accord de consortium. Donc vous voyez, c'est un package voilà, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé pendant 3 ans, qu'on a mis, qu'on a testé. Et à partir de ce package-là, on va pouvoir construire le réseau Espérance. Alors, les zones en jeu à étudier en priorité. Là, l'idée, c'était de véritablement se focaliser sur les zones d'importance où il fallait commencer à réfléchir à des alternatives d'essence pour des essences, on va dire, importantes dans le cadre de la production forestière française. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans un premier temps de zone actuelle de production pour cette essence, savoir où elle était plantée, qu'est-ce qu'elle produisait, quels étaient les volumes de plants produits, etc. Donc on obtient ce type de carte d'identité pour chaque essence. Donc on a fait des cartes pour le sapin pectiné, pour l'épicéa, pour le hêtre, pour le chêne, etc. Voilà, donc on a fait ces cartes-là déjà pour dire, voilà, les essences, elles sont là. Et on est dans des zones de production. Donc ça fait, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu toutes les régions françaises, il y a effectivement des régions en termes de production forestière qui ne vont pas tellement ressortir et puis d'autres qui vont fortement ressortir pour plusieurs essences. Sur cette carte-là, on a dit, bon, ben voilà, sur ces essences-là, on va appliquer ensuite ce qu'on sait utiliser, ce qu'on a comme moyen pour évaluer la vulnérabilité climatique de ces essences. Donc à l'époque, on avait des modèles de surmortalité d'AgroParisTech, on avait les vulnérabilités étudiées dans le cadre de l'application BioClimSol et on avait tout le travail qui a été fait dans Climessence sur la compatibilité climatique avec le modèle IKS. Et en utilisant ces outils à disposition, qui en 2018-2019 étaient les seuls à notre disposition, eh bien, on a évalué, c'est-à-dire les essences sont produites là, mais elles sont vulnérables dans telle et telle condition, donc on va avoir des problèmes sur certaines parties du territoire avec ces essences qui potentiellement peuvent devenir vulnérables. Et c'est comme ça qu'on a défini, vous voyez sur la 3e carte, des zones en jeu pour une essence. Donc on a des zones en jeu pour différentes essences en se disant, mais là, les essences, 1, c'est des essences d'importance. 2, elles ont un avenir de vulnérabilité. Donc c'est là qu'il faut qu'on porte l'effort en se disant, mais cette essence-là, il va falloir trouver des alternatives, pour commencer à réfléchir sur ces alternatives, et c'est tout l'objet, disons, de ces zones en jeu. Ensuite, on sait où mettre des expérimentations. L'idée, c'est maintenant comment on va étudier, comment on va évaluer les essences. Le changement climatique,
il y a une question d'urgence dans le changement climatique, donc il faut avoir une vision qui va pouvoir intégrer un petit peu tout le monde dans cette réflexion-là. Ensuite, on peut considérer qu'on a une barre de niveau de connaissance sur les essences. Au départ, on a un niveau 0. Il y a des essences, on ne connaît strictement rien. Et puis après, plus on avance, plus on arrive à construire de la connaissance. Et on a segmenté un petit peu cette connaissance sur les essences de façon à définir 3 niveaux de tests d'évaluation, les tests d'élimination, les tests de comportement et les îlots d'avenir. Alors les tests d'élimination, c'est ce qu'on va appeler des tests de screening, c'est-à-dire que on expérimente beaucoup d'espèces, on a peu d'arbres, mais l'idée c'est d'avoir une réponse relativement rapide, un retour rapide sur le comportement de ces espèces. Et là-dessus, sur ces types de dispositifs, l'idée est de travailler sur l'aspect juvénile, l'adaptation au climat et à la survie de ces espèces dans un contexte juvénile, déjà avoir des idées sur la forme, sur la croissance et commencer à regarder les aspects sanitaires. Ce sont des sites qui sont destinés à ça. Donc voilà, on a ces tests d'élimination, beaucoup d'essences, peu d'arbres, et on suit un petit peu tous les traits des essences. Ce type de dispositif est plus orienté pour des organismes de recherche et développement qui ont l'habitude de manipuler des dispositifs avec beaucoup de modalités, puisque bon, là on parlait de entre 40 et 60 essences. Dans le cadre du projet Espérance, on avait 60 modalités différentes. Deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on passe sur des essences où là on commence à maîtriser un petit peu, il y a un peu plus de connaissances, on sait un petit peu plus où on va, on sait que c'est des essences qui ont une capacité de survie certaine, mais par contre en termes de performance, d'hôte écologie, etc., on a moins d'informations. Donc là l'idée c'est de mettre en place des tests de comportement, 4 à 8 essences, 250 arbres par essence, donc là on passe sur un peu grand nombre d'arbres. En théorie, on n'est plus sur un risque d'échec, disons de mortalité excessive sur ces dispositifs-là. Donc on peut en avoir un petit peu plus et commencer à approcher un petit peu des comportements en peuplement et commencer à toucher du doigt un petit peu des modalités de gestion sur ces essences-là. Donc on est sur des modèles 4-8 essences par test, 250 arbres. Ce sont des types de dispositifs véritablement adaptés aux organismes de développement. Alors l'idée, c'est qu'il faut après beaucoup multiplier ce type de dispositif. Et là, on est sur un pas de temps. Si les tests d'élimination, c'est réponse en 0-10 ans. Tests de comportement, on est sur une réponse en 0, 20, 25 ans, 30 ans. Et puis ensuite, vous avez le troisième niveau, ce sont les îlots d'avenir. Donc là, on a une essence, on plante beaucoup plus d'arbres, entre 900 et 1000. Et là, on rentre en vraie grandeur, disons, dans la problématique de la gestion, du comportement en peuplement. Et là, on est typiquement dans le cadre, disons, d'un propriétaire, d'un gestionnaire qui veut mettre en place, sur une surface un peu plus conséquente, une essence nouvelle, de façon à voir un peu comment il se comporte. Donc voilà, l'idée de ces 3 protocoles, c'est de pouvoir parcourir l'ensemble des connaissances qu'il faut qu'on arrive à obtenir et aussi de faire participer un petit peu tout le monde, c'est-à-dire les gens de la recherche, les gens du développement, les gens de la gestion et ensemble de pouvoir avancer pour chacun pour pouvoir tirer de l'information sur des pans qui lui intéressent. Et ça permet aussi, disons, d'impliquer tout le monde, de commencer à avoir des agents du développement, des agents, des gestionnaires qui commencent à faire connaissance avec certaines essences, parce que quoi de mieux qu'installer un dispositif pour commencer à connaître une essence. Une fois que vous l'avez planté, une fois que vous l'avez géré, une fois que vous l'avez mesuré, vous avez déjà une connaissance de cette essence et vous pouvez commencer à en parler. Si vous attendez d'avoir des résultats et ensuite de commencer à découvrir les essences, c'est autant de temps perdu. Et tout ce temps perdu, on ne l'a pas. Donc, il faut qu'on avance tous ensemble. Donc ça, c'est des protocoles. Les sites miroirs. Je vous ai dit, aujourd'hui, notre problème, c'est le temps. C'est le temps et certains ont eu cette idée de dire mais pourquoi on n'utiliserait pas l'analogie climatique? Alors, là, on commence à avancer dans un terrain un petit peu plus complexe. Donc, on a appelé ça les sites miroirs d'anticipation, c'est-à-dire que vous avez une zone en jeu, par exemple, en rouge sur la carte. Donc là, on sait que, par exemple, on va dire le chêne, dans cette zone en jeu,
est en position de vulnérabilité pour les 30 années à venir. Question, si on doit remplacer ce chêne-là, on va le remplacer par une autre essence, mais cette essence, il faut qu'on soit sûr qu'elle tienne un minimum, disons, dans un climat futur. Donc, où est-ce qu'on peut trouver un climat futur de cette zone en jeu? C'est l'analogie climatique, par exemple. Le climat futur de cette zone en rouge, suivant un modèle climatique, une hypothèse de futur climatique, là on a mis 2050, RCP 4.5, etc. Ça, c'est des termes que l'on retrouve dans Climaessence. Et bien, cette zone future, ce climat futur, et bien, on le trouve dans une zone en France qui est, on va dire, une partie du sud-ouest. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, on va mettre en place une expérimentation dans la zone en jeu, mais aussi dans l'analogie climatique, et ce qui permettra d'avoir un même essai, mais avec deux climats différents. Donc là, ça permet déjà d'anticiper un petit peu, par exemple, le climat futur du Grand Est en testant les essences dans le Sud-Ouest, de voir le comportement de ces essences en les testant dans le Sud-Ouest. C'est une proposition. Dans le cadre du projet Espérance, on a mis en place des dispositifs dans ce système-là. On va voir ce que ça va donner. Bon, on parle climat. Mais il y a quand même une difficulté majeure, hein, vous êtes bien d'accord, hein. C'est la même essence, ça va dire c'est la même ressource génétique, c'est le même climat, mais le sol, c'est pas tout à fait le même. Donc là, le saut périlleux, c'est à ce niveau-là qu'il faut le faire. C'est arriver à trouver des sols équivalents, et là, c'est pas facile, parce que bon, les sols du Grand Est ne sont pas les sols du Sud-Ouest. Donc on essaie ça a été une vraie difficulté dans le cadre du projet Espérance de trouver ces sols équivalents. Alors, ensuite, les zones en jeu, les protocoles, les sites miroirs, et enfin, ce que tout le monde attend en général, c'est les listes d'essences. Quelles essences? Alors là, par contre, là, on est attendu. Ce travail a été long et a commencé, mais n'est pas terminé. Ça, c'est une évidence. Donc, tout d'abord, on a fait une sélection qui a été réalisée en utilisant tous les. On a fait la même chose que pour les zones en jeu. On a utilisé les outils à notre disposition et on a travaillé avec ces outils-là, avec l'expertise de certains, voilà. Et on a commencé à sélectionner des essences sur des critères, bien évidemment, des critères de résistance au stress hydrique, de performance vis-à-vis des fortes températures, mais aussi de la production. Du bois, voilà, c'est un certain nombre de critères. Donc voilà, premier critère de sélection multiple. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que ces listes sont des listes ouvertes. On a fait ces listes-là, on va dire, en 2020-2021. Bon, en 2026, elles seront différentes. En 2030, elles seront encore différentes. Il y a des essences qui vont sortir, on va très vite s'apercevoir que finalement elles ne sont pas intéressantes. Et puis il y a des essences qu'on a oubliées parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de toutes les essences qui existent sur la planète. Donc voilà, il y a toujours, c'est pas une liste figée dans le marbre, ça va être dans le futur, ça va être une liste vivante. Et puis alors très vite, on s'est aperçu aussi qu'on n'avait pas le même niveau de connaissance en fonction des essences. C'est-à-dire qu'il y avait des essences où on en savait pas mal. Même des fois, on pense qu'on en sait beaucoup, puis finalement, on n'en sait pas autant qu'on pensait. Et puis, il y a des essences où on connaît rien du tout. Voilà. Donc, on a essayé de faire une gradation avec. Alors, on a fait deux grandes classes, les essences aptes et les essences candidates. En gros, les essences aptes, c'est les essences MFR, hein, bien connues. Et les essences candidates, c'est des essences qui sont quasiment pas plantés, voire introuvables sur le territoire national. Bon, voilà. Et donc après, on a des différents niveaux. On a les aptes 1, les aptes 2, les aptes 3, les candidates 0. Alors là, c'est vraiment les essences nouvelles. Candidate 1, candidate 2. Et toujours, on a une liste de témoins parce qu'il faut toujours pouvoir comparer un petit peu à des témoins. Quand on met en place des dispositifs, il faut toujours des témoins pour avoir, disons, une comparaison avec les essences. Donc là, je vous ai mis juste l'extrait de la liste en jeu chêne, hein, de façon à avoir un petit peu les aptes 1, 2, 3, etc. Mais disons que dans chaque catégorie, bon, il y a un peu plus d'essences. En tout, hein, on a joué avec une liste de 130 ou 140 essences qu'on a ensuite ventilé sur 3 listes, la liste chêne, la liste résineux et puis une liste Méditerranée. Voilà. Donc c'est une première proposition
que l'on a faites, que l'on fait. On va voir maintenant, il va falloir mettre tout ça en route et on va voir un petit peu comment ça va pouvoir fonctionner. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir des listes. Et ce qu'il faut, l'idée, c'est aussi que tout le monde fonctionne sur ces listes-là. Que tout d'un coup, il n'y ait pas quelqu'un qui parte sur un autre essence, etc. Bon, qu'on essaie de concentrer un petit peu l'effort. L'effort, il faut que tout le monde travaille ensemble, mais aussi on essaie de concentrer l'effort sur des objectifs précis. Donc là, pour terminer, avant de passer la parole à Brigitte, donc une petite carte des premières réalisations. Vous voyez, avec les zones en jeu, les analogues climatiques, les tests d'élimination, tests de comportement et l'eau d'avenir. Voilà. Donc on a bien, disons, la zone en jeu qu'on avait déterminée et disons l'analogue climatique qui était une grande frange ouest. Voilà. Donc ça, on a un premier lot de dispositifs. Depuis, d'autres ont été mis en place hors projet Espérance, mais qui ont été mis en place avec le protocole Espérance. On a des tests de comportement qui ont été mis en place avec le protocole Espérance. Et on a des îlots d'avenir qui ont été mis en place avec le protocole Espérance. Pas encore des tests d'élimination, mais voilà, disons que le réseau est lancé. Voilà, c'est débuté, c'est parti. Donc maintenant, je vais passer la parole à Brigitte pour la partie consortium. Alors, comme vous l'avez compris, ce projet nous a permis de mettre les bases, de poser les bases à un nouveau raisonnement et à un nouveau réseau. Mais il n'aura d'intérêt que s'il vit. Et s'il vit sur longtemps, donc on a vu, il faut entretenir les dispositifs qui sont en place, mais il faut aussi continuer à tester, et ça c'est essentiel. Et pas tester juste dans 4, 5, 6 points, mais il est testé largement, tester le climat et le sol, parce que ce sont deux facteurs qui sont vraiment essentiels. Donc, ce que l'on veut maintenant, c'est passer du projet au réseau Espérance, afin d'évaluer du coup ces nouvelles ressources génétiques en forêt, que tout le monde participe à l'acquisition de connaissances, mais aussi essayer le plus rapidement que toutes ces connaissances elles soient mises à disposition des gestionnaires et aux formateurs. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et de fédérer des expérimentations Espérance en gestion. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui diffère de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. C'est qu'on va bien du dispositif expérimental avec des répétitions dans des sites différents à un site, une espèce et en gestion et sur du long terme. Et c'est ce que je pense qui fait la différence du réseau Espérance. Alors, pour aller plus loin, donc, on a décidé de bâtir un consortium parce que on est parti. Voilà, on est parti à 5 et on aimerait bien arriver à plus de 1000, en fait, comme disaient certains. Donc les membres fondateurs qui sont cités ici, et ce qu'on propose, c'est dans le consortium d'avoir des membres associés. Et pour devenir membre associé, un organisme doit faire acte de candidature devant le comité des membres et soumettre, parce que ce qui est important, c'est qu'ils soumettent un engagement et ils s'engagent à mettre en place des dispositifs. Et ça, sur une période de 10 ans. Des expérimentations qui va verser au réseau et il va en garantir l'accès aux autres membres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accès ? C'est l'accès aux métadonnées, aux informations qu'il aura recueillies. C'est suivre le protocole Espérance, c'est-à-dire qu'il va mettre en place des dispositifs, soit des dispositifs d'élimination, soit des dispositifs de comportement ou des îlots d'avenir, et qu'il va suivre ces protocoles, les protocoles de mesure, et ainsi que la liste d'espèces qui est fournie. Ce qu'on propose, c'est qu'ils mettent à disposition les métadonnées. Donc, si on prend un îlot d'avenir, c'est la surface, l'espèce, les données de survie au niveau de l'îlot, par exemple. Donc, c'est des données classiques, parce que ce qui est important, c'est que chacun nourrisse ce réseau et que tout le monde puisse bénéficier des connaissances des autres. Certaines de ces métadonnées pourront être transférées ou non
au consortium InSilva, et on en parlera ensuite dans l'exposé suivant. Ce que l'on veut aussi, c'est faire connaître par de la publication, de la formation, donc analyse des métadonnées par les membres du consortium. Et puis, lorsque on a des financements qui sont publics, eh bien, rendre accessibles au public les métadonnées. Donc, je vous l'ai déjà dit, il y aura une charte et on devra, enfin, les membres associés devront répondre du coup à ces 4 exigences. La zone à enjeu ou climatique analogue pour mettre les dispositifs, liste d'espèces qui sont dans Espérance, suivre les protocoles expérimentaux et tracer l'identification précise du matériel forestier. Donc voilà. Donc, je vous le disais, pour rejoindre ce réseau, il faut faire acte de candidature devant les membres fondateurs, avoir proposé une liste d'expérimentation qui devra être fournie dans les 3 ans après avoir signé fait acte de candidature. Et si au bout de 10 ans, le membre associé n'a pas mis en place de dispositif, il pourra être exclu parce qu'on considérera qu'il n'a pas rempli ses engagements. Ou s'il y a des problèmes de rigueur, enfin voilà quoi. Le fonctionnement, on aura un bureau exécutif qui donc vérifiera la conformité des expérimentations, mettra à jour les plateformes pour que les métadonnées soient disponibles pour les membres et examiner les candidatures des nouveaux membres. Le comité de membres, lui, il va aider ce comité exécutif à aider les membres, aider lors des difficultés rencontrées sur l'application des protocoles, sur l'installation des expérimentations, sur l'accompagnement des méthodologies, sur l'évolution de la liste d'espèces. Là aussi, on pourra avoir des échanges au niveau de ce comité des membres et de la communication. Et bien sûr, les 2 tutelles ministérielles en charge de l'agriculture et de l'environnement sont des invités permanents du comité des membres. On aura aussi un conseil scientifique qui devra être validé par le comité des membres, qui pourra donner son avis sur demande de ce comité des membres ou à son initiative pour se prononcer sur toutes les questions touchant au protocole d'acquisition de données, la liste d'essences à évaluer, l'analyse de données et ainsi de suite. Et il pourra être consulté régulièrement si nécessaire. Et je crois que c'est la dernière. Voilà. Et donc, on est là, j'allais dire, un peu au milieu du gué. Donc, l'accord de consortium, il est en cours de relecture au niveau des membres fondateurs. Un État dans l'État. Ça doit être ça, la R&D. Des membres fondateurs. Et on y espère bien que d'ici quelques mois, on pourra donc proposer à tous ceux qui souhaitent rejoindre le réseau Espérance de le faire. Merci beaucoup. J'avais 2 choses à dire. Ce réseau, il était tellement attendu qu'il est parti avant que les protocoles soient complètement finalisés, puisqu'il y a eu plusieurs organismes qui ont mis ces essais en place. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir récupérer tout ça et pouvoir le stocker. On en reparlera tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est un projet qui est né dans la douleur. Il y avait le plan de relance, et Céline, qui a porté ce projet, qui est au fond de la salle, il a mis toute son énergie, et même plus que ça, pour faire aboutir ce projet. Et aujourd'hui, aidé par Eric et Brigitte, par la suite, on aboutit à un projet qui est remarquable, dont beaucoup de gens parlent. Et donc je vous remercie tous pour ce travail que vous avez réalisé. Voilà, merci. Oui. Eric, Brigitte, juste une question. Est-ce qu'un organisme, c'est quoi? Un propriétaire forestier, ça peut être un organisme?
Alors, l'idée, non, après, c'est d'avoir des structures, des organismes aux structures. C'est-à-dire que ça peut être une COP, ça peut être un regroupement de propriétaires, ça peut être un CETEF, ça peut être un groupe de développement, ça peut être... Voilà, l'idée, c'est de ne pas traiter avec le propriétaire directement, parce que là, ça va devenir ingérable. Donc là, c'est plutôt inciter à se regrouper derrière une bannière expérimentale, on va dire, groupement de développement forestier, centre d'études de techniques forestières, etc. Ça peut être des coopératives. Alors je pense qu'après des experts ou qui ont un petit peu, disons, ça peut être la société forestière, voilà, ça peut être, disons, tout type, disons, de structure, de façon à ce qu'on arrive quand même à gérer le système, parce qu'on n'est pas nombreux et voilà. Plusieurs millions de propriétaires. Non. Ça, c'est pas possible, voilà. Il faut bien des propriétaires forestiers privés et bien sûr des forêts publiques aussi, mais oui, pardon. Micro pour le. Il faut bien des sites, y compris en forêt privée, pour installer des sites. Donc c'est un maillon indispensable mais de toute façon, que d'avoir des propriétaires, mais effectivement avec un relais. Voilà, il faut qu'on ait un relais, voilà, de ce type-là, sinon on va. Quitte à ce qu'on renvoie nous sur le bon relais. Oui, voilà. Et voilà, et un propriétaire volontaire, ça a déjà été fait, c'est-à-dire des propriétaires qui m'ont demandé, moi je leur ai demandé de se rapprocher d'une structure, disons, de développement ou d'expérimentation locale, quoi. Bon. Oui. On va prendre peut-être une... Oui. Ah, pardon. Oui, Philippe Bouchesse, donc CETEF de la Somme. Une question sur les organismes qui peuvent être candidats à adhérer à la structure. Est-ce que vous restez ferme sur les zones à enjeux identifiés qui ont été faits dans le cadre du projet? Non. Ce qu'a dit Eric, c'est que là, on vous a présenté dans le projet, il fallait bien avoir une matrice, entre guillemets, et pouvoir se focaliser sur quelque chose sur les 3 ans et demi qu'a duré le projet. Mais il y a tout un atlas, en fait, qui a été fait de zones à enjeu. Donc les zones à enjeu, elles sont multiples, en fait. Et là, on en a présenté dans le projet, on a fait le travail, en fait, pour une zone à enjeu, celle du chêne, mais il y en a plein. Donc voilà. De mémoire des présentations que j'avais pu voir avant d'Espérance, le hêtre était considéré comme une essence à enjeu dans les Hauts-de-France, mais les Hauts-de-France, là j'ai vu quand même un petit bout du sud de l'Aisne et du sud de l'Oise n'était pas considéré comme une zone à enjeu. Et la Normandie est complètement absente de la carte présentée. Et j'ai vu qu'on avait dans un projet qui s'appelle Raison, qui a été financé par la région, ils ont identifié quand même des zones à enjeu. Donc la question c'est, est-ce que ces zones à enjeu de la cartographie qui a été faite restent strictes ou est-ce que c'est plus ouvert, puisque le changement climatique quand même ne nous attend pas? Alors la carte présentée, c'était juste pour l'exemple, vous comprenez bien. On ne peut pas présenter toutes les cartes. Donc justement, ce qu'a dit Brigitte, c'est qu'il y a eu un atlas de fait avec différents types de zones à enjeu. On a essayé de regrouper, mais c'est surtout sur cet atlas-là qu'il faut remonter pour avoir l'ensemble des zones à enjeu. Et je ne saurais pas vous dire si le sud de l'Oise est dans quelle zone à enjeu. Voilà. Mais ce qui a été présenté, c'est un exemple, quoi. Ce qui va être présenté, c'est la méthodologie et la façon de faire. Voilà. Tu avais une question. Il y a un article qui est paru. Publié, ouais. Alors je ne sais plus si dans Forêt Entreprise, il y avait tout l'atlas. Non, c'est la revue forestière, c'est ça. Donc dans la revue forestière française, vous avez l'ensemble. Ouais. Oui, donc Charles de la Messelière, je suis d'un CETEF du centre de la France, le GEDEF Loiret-Sologne. Et donc, bien sûr, pour rejoindre votre réseau, on rencontre un certain nombre de difficultés. Le financement, on l'a résolu. Mais il y a une difficulté
que peut-être vous pouvez nous aider au niveau national, c'est la recherche de plans, hein, parce que au niveau de nos pépinières locales, souvent ils ont un nombre d'essences très limité à nous proposer et des quantités très limitées aussi, hein. Oui. Non, mais il n'y a pas que. Enfin, je pense que la question, elle vaut aussi bien pour forêt publique que pour forêt privée. C'est un des gros points, en effet. Qui reste à travailler. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que au niveau du consortium, on a quand même travaillé sur à la fois les listes d'essences, mais on a testé la possibilité d'avoir de ces ressources, parce qu'il est inutile. Il y a des espèces, on sait très bien que ça va être très compliqué à se procurer. On en aura un petit peu pour de l'expérimentation, pour passer grandeur réelle, j'allais dire. Il va falloir mettre en place d'autres solutions que de la récolte ou de l'achat sur l'aire de répartition, enfin dans les zones naturelles. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, ce que l'on est en train de constituer aussi, c'est une liste de pépiniéristes en dehors de la France qui peuvent aussi fournir des plants ou des graines au niveau des expérimentations. Donc ça, on fait le relais au niveau européen dans des projets. C'est en particulier une tâche du projet Opt Forest dans lequel on est impliqué, qui va permettre de mettre à jour cette liste des pépiniéristes européens. Et après, on pourra avoir de l'information sur qui, quoi, comment. Et on travaille bien sûr à ce point-là, mais à différentes échelles, hein, à la fois pour de l'expérimentation, pour de la fourniture de manière plus importante. Et les espèces que l'on a mis aptes, normalement, c'est des espèces que vous trouvez facilement, enfin assez facilement, au niveau des pépinières commerciales. Hein. C'est celles qui sont dans les candidates, qui sont souvent beaucoup plus délicates à trouver en nombre suffisant.